donc vous êtes inscrit au webinaire, comme vous le savez, alimentation santé de la chimie dans mon assiette. Ce webinaire, il est possible gratuitement pour vous parce que c'est une action financée par la DREAL dans les cadres du PRSE, donc du Plan régional de santé et environnement. Voilà, donc on est financé par cet organisme depuis de nombreuses années maintenant. On propose plein d'actions sur le territoire, notamment grâce à leur financement. Le CPIE, c'est quoi? Donc, ça veut dire Centre permanent d'initiative pour l'environnement. Nous, on est le CPIE des Pays de l'Oise. En fait, les CPIE, c'est un label associatif. Nous, à la base, on s'appelle Recherche Nature et Patrimoine. Et en 1994, on s'est fait labelliser CPIE. Pour être labellisé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut répondre à 3 grands domaines de compétences. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'éducation à l'environnement et au développement durable. Donc ça, on le fait avec des scolaires, avec des enfants, collège, lycée, primaire, même des étudiants. Et on le fait aussi avec le grand public. Le grand public, c'est vous, par exemple. Sur tous les sujets qui touchent de près ou de loin à l'environnement. Donc ça va passer par les déchets, par la biodiversité, moi, la santé environnementale, etc. Le deuxième domaine de compétence, c'est ce qu'on appelle l'expertise. En fait, j'ai des collègues de travail à moi qui sont des naturalistes qui fonctionnent comme un bureau d'études et qui font des diagnostics en fait sur des espaces naturels donnés pour évaluer la richesse d'un milieu écologique et puis donner aussi des conseils pour mieux les gérer, mieux les protéger. Et le dernier domaine de compétence, c'est l'accompagnement. Donc ça, on est très identifié sur les territoires par les collectivités locales. On les accompagne en fait dans divers projets et notamment dans leur transition écologique. Donc, voilà. Les CPE, vous voyez la petite carte qui est située à gauche. On est nombreux en France. On est de plus de 70 en France à faire ça. Moi, mon travail au CPIE, c'est plus particulièrement ce qu'on appelle la santé environnement. Donc la santé environnement, c'est un domaine assez large. Ça comprend tous les aspects de la santé humaine, y compris tout ce qui est qualité de vie. On va se calquer aussi sur des facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, phytosociaux et esthétiques de nos environnements. Voilà, donc ça, c'est la définition générale de la santé environnement. Moi, plus particulièrement, en fait, je fais une sensibilisation aux risques liés à nos produits du quotidien. Donc, je me suis spécialisée dans la santé environnement. Je ne traite pas toute la santé environnementale. Donc, pour sensibiliser à ces risques, je fais des ateliers, des conférences, des webinaires. Il y a des publications aussi qui sont faites, différents stands et plein d'autres formats. Et tout ça, comme je vous l'ai dit au départ, est possible grâce au financement de la DREAL dans le cadre du plan régional de santé environnement. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet puisque vous êtes là ce soir, vous êtes là pour ça. Donc déjà, l'alimentation saine, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on entend par alimentation saine? Moi, pour introduire ça, je vais plutôt en fait vous dresser un constat, vous dresser la situation liée à l'alimentation en France et du coup, pourquoi on veut parler d'alimentation saine, c'est-à-dire une alimentation qui ne va pas dégrader notre santé. L'alimentation, notamment, elle est surtout censée l'améliorer ou la maintenir. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on a 17% des Français qui sont en surpoids ou en obésité. Et on a 4% des enfants qui sont concernés par le surpoids et l'obésité. Si on prend le cas des Hauts-de-France, on a 22% des habitants qui sont en surpoids et en obésité. Donc, en fait, en Hauts-de-France, le pourcentage dépasse le pourcentage national. Donc, il y a une vraie problématique en Hauts-de-France sur le sujet de l'alimentation. Également, on a 3,6% de la population française qui est touchée par des cancers colorectaux. Donc ça, en fait, ce pourcentage, il est issu en fait, du nombre de tests positifs qui ont été faits. Et en Haute-France, le chiffre dépasse une fois de plus le chiffre national. On est à 4% des habitants des Hauts-de-France qui sont touchés par des cancers colorectaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cancers colorectaux, c'est pas tout le temps le cas, mais dans la plupart des cas, en fait, ils sont induits par notre alimentation. Donc, c'est pour ça que je fais ressortir ces chiffres, c'est que notre alimentation aussi va pouvoir provoquer ce type de pathologie si elle n'est pas adaptée. Donc, qu'est-ce qui va aussi provoquer toutes ces pathologies? On en parlera au fur et à mesure. On va parler en fait de différents types d'alimentation. On va d'abord parler des aliments transformés.
Donc, ces aliments transformés, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des aliments qui sont fabriqués par des procédés qui vont être assez simples. Ça va être à partir de denrées brutes ou peu transformées. Donc ça, ces produits transformés dans notre alimentation, pour notre santé, ça passe encore. Il ne faut pas le consommer en excès. Mais si on le consomme dans une alimentation équilibrée, ça ne va pas poser de problème. On en a besoin, hein, du jambon, du pain, des boîtes de thon, etc., des confitures. Voilà, c'est des choses qu'on peut même faire maison. Euh, voilà, donc ça, voilà, c'est des produits qui sont encore gérables, disons, et qui ont tout à fait leur place dans notre alimentation. Par contre, ceux qui vont poser beaucoup de problèmes, et c'est là où on va parler aussi de chimie, c'est ce qu'on appelle les aliments ultra transformés. Donc, un aliment ultra transformé, qu'est-ce que c'est? C'est un aliment qui va être fabriqué avec des procédés industriels à partir de denrées qui sont elles-mêmes transformées, qui ont subi une première transformation. Donc, on va les qualifier de produits industriels et on va lui ajouter des additifs. En fait, pour reconnaître un aliment ultra transformé, il faut se dire que c'est déjà un aliment qui contient au minimum 5 ingrédients, tels que des graisses, des sucres, du sel et surtout des additifs. C'est que des ingrédients en fait que vous ne pouvez pas retrouver dans une cuisine domestique. Dans le placard de votre cuisine, c'est des ingrédients que vous ne retrouverez pas. Et le but de ces aliments, de ces ingrédients, en fait, et des aliments transformés, c'est que ça va imiter les propriétés naturelles d'un aliment brut ou aussi de masquer une saveur non désirée. C'est le cas des additifs. Parfois, on va ajouter des additifs parce que l'aliment transformé sans ça aurait un goût désagréable. Et c'est pas le but. Il faut qu'il y ait au moins une substance elle-même ultra transformée pour être qualifiée de produit ultra transformé. Donc, même s'il y a une seule substance transformée dedans, le produit sera automatiquement un produit ultra transformé. On parle en fait d'ingrédients de synthèse qui sont obtenus par des procédés industriels. Le problème, en fait, c'est qu'il va y avoir une forte dégradation des produits de base qu'on a dedans. Et en fait, ils auront peu de valeur nutritive intéressante pour nous au final. Il faut surtout retenir, il y a des additifs, mais un produit ultra transformé ne se limite pas qu'aux additifs. On va avoir par exemple ce qu'on appelle des sucres hydrolysés. On va avoir des graisses hydrogénées. Ça, on en parlera un peu plus après si vous le souhaitez. On va avoir aussi ce qu'on appelle du cracking alimentaire. En fait, c'est que avec des techniques industrielles, on va décomposer un aliment brut en plusieurs ingrédients. Par exemple, vous prenez un œuf dans sa coquille, qui a le jaune, le blanc. En utilisant le cracking alimentaire, on va être capable de séparer le jaune, le blanc, mais sous forme de poudre, qui seront ensuite utilisés dans des produits industriels. Nous, à la maison, on sépare le jaune, le blanc, mais a priori, on n'est pas capable de le mettre sous forme de poudre. Voilà pour les produits ultra transformés. Dans ces produits ultra transformés et pas que dans notre alimentation, on va retrouver ce qu'on appelle des acides gras. Donc ça, c'est important parce qu'en fait, il y a des acides gras qui sont hyper importants pour notre alimentation et d'autres où il vaudrait mieux se passer. Donc, on va avoir d'abord ce qu'on appelle les acides gras insaturés. En fait, eux, c'est nos amis. C'est ceux qu'on appelle les bons gras. C'est les acides gras essentiels. Donc, ça veut dire les oméga 9, les oméga 3, les oméga 6. Ça, on va le retrouver dans quoi? On va le retrouver par exemple dans les huiles d'olive, les noix, l'huile de tournesol, les graines de tournesol, tout ce qui est en fait graines et oléagineux, dans les poissons gras, le saumon, les maquereaux, les sardines et dans les avocats. Ces acides gras-là, en fait, ils contribuent à une bonne santé cardiovasculaire. Alors attention, on s'entend, hein. Si vous en consommez en énorme quantité, ça ne va pas être bon, mais c'est comme pour tout en fait dans l'alimentation. Si on est dans l'excès, forcément, il y aura un souci. Mais il faut en consommer chaque jour de ces acides gras-là en petite quantité. À titre d'exemple, pour les huiles, style huile d'olive, on estime que pour un enfant et un adulte, par jour, il faudrait consommer à peu près 6 cuillères à soupe dans l'alimentation. On parle des huiles crues, pas des huiles cuites, parce que quand elles sont cuites, elles perdent leurs bénéfices, voire même peuvent devenir néfastes pour la santé. Petite vigilance sur les huiles de tournesol. C'est des acides gras qu'on qualifie de bons gras. Par contre, c'est une huile qui va être inflammatoire. Donc, on peut en consommer, mais en petite quantité, surtout si on a des maladies inflammatoires de l'appareil digestif ou même des maladies inflammatoires musculaires, etc. C'est une huile qu'on va essayer de peu consommer, voire pas du tout. Ensuite, on va voir la famille des acides gras saturés. La famille des acides gras saturés, en fait, c'est d'origine animale. Donc, beurre, crème, fromage, les graisses animales, comme les graisses d'oie, les graisses de bœuf, etc. Il y en a quelques-unes aussi qui sont d'origine végétale. L'huile de coco et l'huile de palme sont des acides gras saturés.
On va les retrouver surtout dans les plats préparés et les produits transformés, donc le fromage, la charcuterie, etc. sont des produits transformés, donc on va le retrouver là-dedans. Il faut limiter sa consommation. En fait, dans le cas d'une alimentation équilibrée, ça ne va pas poser de problème si on en mange en petite quantité. Par contre, si on en mange en trop grosse quantité de ce type de produit, ça va favoriser l'apparition du mauvais cholestérol, du diabète et de l'hypertension. En fait, tout ce qu'on qualifie des maladies cardiovasculaires. Donc voilà, c'est vraiment des produits à limiter, à ne pas consommer quotidiennement. Je vais peut-être briser le cœur de certains et certaines sur le sujet du beurre. Alors, le beurre, il faut savoir que ça ne se cuit pas. Parce que là, on parle de chimie, donc tout de suite, chimie, dans vos têtes, vous dites chimie égale produit chimique. La chimie aussi, ça se retrouve dans la vie naturelle, il peut y avoir des réactions chimiques. En fait, le beurre, quand on le cuit, il y a une réaction qui se crée et qui, en fait, va faire que des molécules cancérigènes vont se développer. Donc, c'est pas bon du tout. Donc, le beurre, on peut le consommer cru de façon raisonnable, évidemment. Par exemple, le matin, on peut déjeuner sur une tartine. Mais le beurre ne se cuit pas. Sauf exception, je sais que par exemple, on approche aux fêtes de Noël, on aime bien faire une dinde farcie où on va la badigeonner de beurre. Oui, une fois de temps en temps, c'est OK. Mais quotidiennement, il faut éviter faire ça. Ensuite, on va avoir la dernière famille des acides gras, c'est les acides gras trans. Alors, les acides gras trans, eux, en fait, c'est des acides gras qui ont été modifiés. Donc, on va les retrouver essentiellement, enfin uniquement même dans les produits manufacturés. En fait, ils sont obtenus à partir d'acides gras insaturés qui auront subi des procédés industriels pour devenir des acides gras trans. On va les retrouver dans les viennoiseries industrielles, dans les biscuits, dans les plats cuisinés, dans tout ce qui est fast-food, etc. On va retrouver ces graisses-là. Pourquoi on les utilise? Parce que, en fait, ces acides gras trans, de par leur modification, vont tolérer des températures de cuisson très hautes. Donc, c'est très intéressant pour les industriels. Et en plus, elles ont une deuxième vertu, et ça intéresse beaucoup les industriels aujourd'hui, c'est qu'en fait, elles vont avoir des fonctions stabilisantes et conservatrices. C'est-à-dire que ça va être un conservateur à part entière, donc un produit qui va se conserver bien plus longtemps dans le temps. Et stabilisant, ça veut dire que le produit va garder ses propriétés, sa texture, etc., plus longtemps dans le temps. C'est ce qu'on va appeler, vous avez déjà entendu parler, je pense, de ça, c'est ce qu'on appelle les graisses végétales hydrogénées, partiellement hydrogénées ou hydrogènes, d'accord? Ces graisses-là, en fait, ça augmente grandement le risque de cardiovasculaire. Ces graisses-là, si possible, en fait, il ne faudrait pas en consommer. Après, voilà, il ne faut pas rentrer dans des psychoses non plus. On peut être amené à manger des produits manufacturés. Je vous l'avoue, moi, parfois, ça m'arrive. J'évite, mais ça peut m'arriver. Si c'est une fois de temps en temps, quand je travaille avec des enfants, par exemple, je leur dis, c'est quand c'est la fête. Il n'y a pas de problème. Par contre, si on en consomme toutes les semaines, là, ça peut poser des problèmes et potentiellement des maladies cardiovasculaires. Donc ça, là, on va vraiment parler de chimie, que c'est vraiment des acides gras qui sont obtenus par de la chimie, par des procédés industriels. Donc à présent, outre facteurs chimiques, disons, dans notre alimentation, vous devez en entendre souvent parler. On va parler des additifs. Les additifs, on les retrouve, on l'a dit, uniquement dans les aliments ultra transformés. Donc additifs, vous en entendez souvent parler, mais en fait, généralement, on ne sait pas trop quoi mettre derrière, ou en fait, on identifie que certains, mais pas tous. Donc en quoi, à quoi ça sert? Il va y avoir trois grandes familles d'additifs. Il va y avoir les additifs qui vont servir à colorer. Donc, souvent, en fait, c'est pour rendre plus appétissant un aliment, parce que des aliments qui subissent des procédés très industriels, en fait, souvent, ils ont une couleur peu appétissante. On va prendre l'exemple que je prends souvent, l'exemple de la knacky. Il y a des vidéos, vous pourrez aller consulter sur Internet. Je peux vous garantir que vous n'aurez plus envie d'en manger. La knacky, quand elle commence à subir son procédé de fabrication industrielle, la couleur, elle n'est pas du tout appétissante. Donc, il va rajouter tout un tas de colorants pour la rendre un peu plus sympa. Ça va être aussi pour imiter. Vu que c'est très industrialisé, en fait, les produits parfois ne ressemblent plus tellement à l'aliment de base qu'on veut imiter. Donc, le fait de colorer, ça va pouvoir se rapprocher de quelque chose de plus naturel. Et aussi parfois de camoufler en fait des éléments un peu disgracieux dans les aliments. Pour les identifier, ces colorants, en fait, ils vont avoir la dénomination dans les emballages. C'est tout ce qui sera compris entre E100 et E180, les colorants.
Ensuite, on va voir pour conserver. Donc, ça donne une durée de vie plus longue à l'aliment et ça va le stabiliser dans le temps. Donc, ça, c'est les conservateurs. C'est tous ceux sur les emballages alimentaires quand ils seront indiqués, ça sera tous ceux qui sont compris entre E200 et E290. Et ensuite, on a les antioxydants. Donc, je les ai mis dans conserver. C'est pas vraiment un conservateur, mais c'est plus, vous savez, une oxydation, c'est que ça va changer de couleur. On connaît tous l'avocat qu'on coupe, il devient tout marron. Nous, on met du citron. Donc, il y a des antioxydants qui peuvent être naturels. Je vais en citer un, le citron. Mais il y en a d'autres qui sont, du coup, industriels. Donc, tout cela, c'est ceux qui vont être compris entre E300 et E337. Et ensuite, la dernière raison pourquoi on utilise des additifs, c'est pour modifier. En fait, par exemple, on va avoir les émulsifiants, eux, qui vont permettre de stabiliser, qui vont être aussi des exhausteurs de goût, qui vont donner, qui vont faire ressortir un goût ou créer un goût. On va avoir tout ce qui est les édulcorants, les épaississants, des correcteurs. Vous savez, souvent, on va apparaître correcteur d'acidité, par exemple. Un produit qui va être trop acide, on va rajouter un correcteur pour qu'il le soit moins, ou au contraire, on va ajouter un correcteur d'acidité, qui peuvent être naturels. Par exemple, le citron, parfois, est utilisé comme correcteur d'acidité pour relever un goût. On va avoir des régulateurs aussi. Et tout ce qui est gaz de propulsion, vous savez, par exemple, les bombes de chantilly. Le gaz qu'on utilise dans les bombes de chantilly sont considérés comme additifs. Donc, tout cela, toutes ces grandes familles, donc là, il y a beaucoup de choses dans ça, dans ce qu'on appelle les émulsifiants. En fait, il y a plein de choses qui sont cachées derrière ça. C'est tous les E qui vont être suivis de 4, 5, 6 et 9. Alors, pas 4, 5, 6 et 9 tout seul. Ça peut être E 414, E 665, par exemple. Voilà, ça va être tout seul. Alors bon, voilà, on voit à quoi ils servent. On se dit, bah, c'est pas mal, c'est bien, ces additifs, ça confère plein de propriétés à mes aliments. Oui, mais en fait, il y a plein de dangers cachés derrière ça, parce que voilà, c'est des choses qui sont pas naturelles, qui sont fabriquées par différents procédés chimiques. Donc, quels sont les différents dangers? Là, j'ai listé les principaux. Si je devais tous les dire, il y a une longue liste, malheureusement. Et là, j'ai cité les principaux et ceux qui nous inquiètent le plus. Ils vont être potentiellement cancérigènes. J'utilise le mot potentiellement parce que il y a beaucoup en fait d'additifs qui aujourd'hui, par exemple, on les appelle cancérigènes suspectés. En fait, c'est que pour faire des études pour avérer si un produit est cancérigène ou non, ça peut prendre de très nombreuses années. Donc, on peut pas dire directement, on a vu un ou deux cas, donc oui, c'est bon. Les cas qu'on identifie, généralement, c'est des tests en laboratoire sur des animaux. Donc, on est obligé de mener des études pendant très longtemps pour dire oui, ok, c'est avéré. Entre nous, généralement, enfin même tout le temps, dès qu'on met un cancérigène suspecté, moi, je n'ai jamais vu qu'on rétropédale, on dise ah ben en fait, si on s'est trompé, il n'est pas cancérigène. À chaque fois, il finira par être cancérigène avéré. Donc, ça va être pas tous les cancers, ça va être principalement les cancers colorectaux, les cancers du sein aussi, qui sont des cancers du sein qui sont liés aussi par l'alimentation, et les cancers de la prostate également. Là, je vous ai listé ceux qui sont le plus suspectés de provoquer des cancers en dessous, donc E123, E131, E142, E210 et enfin de E210 à E219, c'est ceux qui sont vraiment un peu pointés du doigt actuellement par les organismes de santé pour être potentiellement cancérigènes. Ensuite, on va avoir des éléments qui vont être toxiques et allergisants. Donc, ils vont être toxiques pour les systèmes gastriques et les reins. Donc là, je vous ai fait une liste en dessous. Je fais la parenthèse. Par la suite du webinaire, si vous souhaitez avoir ce PowerPoint, je pourrais vous l'envoyer comme ça. Vous pourrez reprendre des notes si vous voulez. Vous aurez tous les éléments et il sera également diffusé à nous. Parce que j'ai quand même listé tous les E, c'est un peu long. Ensuite, on va avoir des allergènes. Voilà, parce que souvent on parle d'allergie alimentaire, c'est parce que des gens ont des sensibilités au gluten, au lactose, etc. Mais en fait, on peut ne pas avoir de sensibilité et un jour manger un aliment et avoir une réaction allergique, une éruption cutanée, des picotements dans la gorge ou sur la langue, des gonflements, etc. Donc ça, en fait, c'est qu'il y a certains additifs en fait qui vont être allergisants et peut-être que je réagis à rien et cet additif-là, un jour, je vais y réagir. Et ensuite, on va avoir toute une liste assez longue où ça peut provoquer en fait des troubles digestifs, des céphalées, de la prise de poids. J'ai une alimentation équilibrée, je mange pas en excès, etc. Mais je vais prendre du poids, en fait, c'est que ça va influer. Ça va être notamment les perturbateurs endocriniens qui vont faire ça. Ça peut provoquer aussi des douleurs articulaires, des insomnies, etc. Ça peut provoquer beaucoup de symptômes, en fait. Donc, parfois, des personnes, en fait, ont des symptômes un peu chroniques.
Ils vont voir des médecins, ils n'arrivent pas à identifier, ils comprennent pas ce que c'est parce qu'il y a pas de maladie identifiée. Mais en fait, tout simplement, parfois, ça peut être provoqué par l'ingestion répétée d'additifs. OK pour le PowerPoint, Isabelle, pas de souci. Voilà. Ensuite, on va avoir aussi, par rapport à notre alimentation et les additifs, le dernier danger et pas des moindres, on peut avoir des atteintes neurologiques. Donc, il va avoir notamment ce qu'on appelle les maladies neurodégénératives. Donc ça, en fait, derrière ça se cache Parkinson et Alzheimer notamment. Ça va être surtout lié au glutamate monosodique et enfin, il a un autre nom aussi, le E621. Voilà. Le glutamate, on en a beaucoup entendu parler, ça provoque ça aussi notamment. C'est pour ça qu'on n'aime pas trop en voir dans notre alimentation et que petit à petit, on essaie d'éliminer des aliments industriels. Et ensuite, alors je l'ai mis dans l'atteinte neurologique, mais en fait, l'hyperactivité chez les enfants. Donc, après, des fois, on dit, ah ben oui, ils ont consommé trop de bonbons, ils sont très excités sur le moment. Bon, là, à la limite, c'est pas très grave. Sauf en fait, l'ingestion par l'enfant tout petit ou même par la mère quand elle est enceinte, des E102 et E122 en fait peuvent en fait ensuite induire un syndrome hyperactif chez l'enfant. Souvent, on les retrouve dans les bonbons, vous savez, les fameux bonbons qui colorent la langue, genre bleu, vert, etc. C'est ce type de colorants-là, en fait, qui sont très problématiques. Donc maintenant, mon but, ça fait un peu peur, tout ce que je dis, j'en ai conscience. Mon but, c'est pas de vous démoraliser et que vous finissiez le webinaire et vous dites, OK, je peux plus rien manger. Voilà, mon but, c'est pas non plus que vous ressortiez d'ici complètement démoralisé. Mon but, c'est de proposer des solutions. Donc déjà, en fait, ces aliments ultra transformés, comment on va les démasquer? En fait, il y a plusieurs facteurs pour les démasquer assez facilement. Déjà, généralement, l'emballage, en fait. C'est des produits qui vont être suremballés souvent, qui vont être colorés et très attrayants. En fait, on va mettre un max sur le packaging. Donc ça, généralement, quand vous avez un produit très emballé, avec beaucoup de couleurs, plein d'arguments mis en avant, etc. Enfin, voilà, un paquet qui est fait pour attirer l'œil. Généralement, ça doit allumer une sonnette d'alarme dans votre tête de dire, OK, j'ai peut-être retourné l'emballage, regarder un peu les ingrédients, etc. parce que ça m'intrigue. Ensuite, on va regarder le tableau nutritionnel. Les aliments ultra transformés vont être des aliments qui vont être riches en gras, sel et sucre. Donc, je sais que maintenant, vous vous fiez beaucoup au Nutri-Score. Alors, le Nutri-Score, ça donne une indication, mais il ne faut pas se contenter de ça, d'accord? Parce que le Nutri-Score, en fait, c'est un calcul, c'est une moyenne faite entre la quantité de gras, de sel et de sucre dans les aliments. Ça ne va pas interroger les additifs, tout ça. Donc, voilà, on va quand même aller regarder la liste des ingrédients. Un Nutri-Score peut être assez intéressant, mais le produit peut quand même contenir des additifs. Ils se sont améliorés depuis le 1er janvier 2024. Les scores sont calculés, ils sont un peu plus pointilleux sur le calcul des scores, donc c'est un peu plus fiable qu'avant. Mais on ne peut pas se contenter que de ça. Attention, ça donne une indication, mais on regarde quand même s'il y a beaucoup d'additifs ou pas dans l'aliment. Ensuite, la liste d'ingrédients. Tout simplement, vous regardez, même sans la lire jusqu'au bout, si vous voyez que la liste d'ingrédients, elle est longue et qu'elle est compliquée, qu'il y a plein de mots que vous ne comprenez pas, il y a forcément un problème quelque part. Moi, souvent, je vous prends l'exemple d'un restaurant. Vous allez dans un restaurant, une pizzeria par exemple, où dessus, vous voyez qu'il y a une trentaine de pizzas différentes et en plus, ils vous proposent une vingtaine de pâtes, des plein de choses. Forcément, vous savez que le restaurant, il ne peut pas faire tout maison, c'est des produits congelés. Et bien, sur un emballage alimentaire, c'est pareil. D'accord? Qu'un restaurant, par exemple, qui propose très peu, qui a une toute petite carte, juste une dizaine de pizzas et puis 3 à 4 pâtes différentes, par exemple. Là, on se dit, ah, ok, bon, ben là, je pense qu'ils prennent le temps de cuisiner des bons produits. Pour l'emballage, c'est pareil. Plus la liste va être courte, plus ça va être rassurant pour vous. Plus vous allez dire, bon, ok, potentiellement, le produit, il n'a pas trop de problème. Et ensuite, ça va être des produits, en fait, qui vont être à fond sur le marketing. C'est-à-dire qu'on va retrouver des allégations et beaucoup de publicité. Les allégations, en fait, c'est des phrases ou des accroches. On va avoir des allégations nutritionnelles. 0% matière grasse. Oui, ok, mais peut-être qu'il y a beaucoup de sucre, en fait. Ça va être 100% naturel. Oui, mais 100% naturel, ça veut dire quoi? Ça va être tout ce qui va être aussi, par exemple, qualité supérieure. Mais supérieure par rapport à quoi? Ça ne me donne pas d'indication. Voilà. Toutes ces petites phrases un peu d'accroche. En fait, c'est juste des phrases, c'est juste dans un but marketing.
garantit en rien la valeur nutritionnelle du produit. Maintenant, on va passer sur la partie des ustensiles de cuisine. Parce qu'en fait, quand on parle d'alimentation saine et de risque chimique, on pense tout de suite aux aliments, ce que je vais ingérer, ce que je vais manger. On va penser aux aliments ultra transformés. Mais la plupart des gens ne pensent pas à leurs ustensiles de cuisine. Et en fait, c'est un gros facteur de pollution de nos organismes, nos ustensiles de cuisine, parce qu'il y en a plein qui contiennent tout un tas de substances chimiques. Donc là, on va en voir plusieurs. Et à chaque fois, je vais vous dire si c'est bon ou pas. Et si c'est mauvais, peut-être qu'il existe des solutions pour le rendre un petit peu moins mauvais. Donc, voilà. Pourquoi y faire attention? C'est que les matériaux qui sont utilisés, ils ne sont pas toujours très stables. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a des matériaux, quand ça va chauffer, par exemple, ça va migrer dans nos aliments. Et du coup, quand ça migre dans un aliment, ça veut dire que moi, je vais le remanger et que potentiellement, il y aura des atteintes à l'organisme. Alors, ce n'est pas une atteinte qui va avoir lieu tout de suite. Je ne vais pas faire une éruption cutanée, par exemple. C'est une atteinte qui aura lieu sur le long terme. Donc, c'est pour ça, c'est assez insidieux et c'est pour ça que ça nous inquiète aussi beaucoup. Donc, on va parler tout d'abord des revêtements Téflon. Les revêtements Téflon, en fait, c'est pour tout ce qui est sur les revêtements anti-adhésifs. Donc, ça va être, en fait, ça va être composé de ce qu'on appelle les PTFE ou les PFOA. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle aussi les composés perfluorés, PFC. Eux, ils sont cancérigènes et ils sont aussi perturbateurs endocriniens. Perturbateurs endocriniens, en fait, c'est que un perturbateur endocrinien, ça va être une molécule qui va ressembler très fortement à la structure moléculaire de mes hormones. Les hormones dans mon corps, c'est des petits messagers qui vont envoyer plein de messages à mes organes pour qu'ils fonctionnent correctement. Le problème d'un perturbateur endocrinien, c'est qu'en fait, soit il va se fixer sur les récepteurs à la place de mes hormones et du coup, mes hormones ne vont plus pouvoir se fixer pour envoyer des messages, soit ils vont brouiller le message. Et ça va induire tout un tas de pathologies et les plus graves sont les cancers hormonodépendants. Ces composés perfluorés, ils polluent aussi l'eau. On en retrouve dans tout l'environnement, dans la nature, en fait, qui sont très peu dégradables. Donc, on en retrouve en très grosse quantité dans l'environnement et dans les chaînes alimentaires, et notamment dans l'eau. Parmi les atteintes qu'il peut y avoir, par exemple, on peut constater des pertes de poids et de taille chez les nouveau-nés. Ou sinon aussi les niveaux hormonaux, des niveaux anormaux de cholestérol et des hormones thyroïdiennes. Ça crée aussi des inflammations du foie. Donc, pour choisir vos poils, si vous voulez absolument des poils anti-adhésifs style Téflon, prenez des poils qui sont garantis, c'est marqué en gros sur l'emballage, qui sont garantis sans PFOA, d'accord? Donc là, ça va être un peu mieux. Ça va pas être le top du top, mais ça va être un petit peu mieux. Par contre, dès qu'une poêle est rayée, qu'elle soit garantie sans PFOA ou pas, hein, dès qu'elle est rayée, on arrête tout de suite de l'utiliser parce que là, c'est sûr, ça migre encore plus dans l'aliment. Ce qu'il faut savoir, c'est que même quand on chauffe une poêle avec un revêtement PFOA, ça va aussi se diffuser dans l'air. Donc, on va aussi le respirer. On ne va pas que l'ingérer, on va également le respirer. Et c'est hautement cancérigène. Donc, voilà, c'est des choses à éviter. Si on en a qui sont garantis sans PFOA, il y a quand même des précautions d'usage. On va faire monter tout doucement en température la poêle. On ne va pas mettre le feu à fond en dessous. Et on ne va jamais les faire chauffer à vide. Parce que le fait de faire chauffer à vide, ça va dégrader encore plus le revêtement et ça va encore plus se diffuser dans la pièce. Ensuite, tout ce qui est revêtement émaillé. Vous savez, en fait, on a des cocottes en fonte qui sont émaillées ou des casseroles un peu émaillées. Là, j'ai mis quelques exemples en images. Donc ça, on a tendance à se dire, bon, bah, c'est bon, l'émail, c'est plutôt sain. Alors oui et non. L'avantage, c'est que ça va supporter des températures de chauffe relativement élevées. Le problème actuellement, c'est c'est un peu difficile de reconnaître si un ustensile de cuisson émaillé, il va être nocif ou pas. Parce qu'en fait, là, je vous l'ai mis, les revêtements émaillés, parfois, peuvent contenir des métaux lourds, style plomb, arsenic, cadmium. Ça, c'est surtout vrai pour les les vieux ustensiles émaillés, par exemple, la cocotte en fonte émaillée qu'on a récupérée de la grand-mère. Là, potentiellement, il peut y avoir ce type de métaux dedans. Donc, on va privilégier, pour avoir une sécurité, on va privilégier des émails qui sont français. Les émails qui vont être plus d'Asie,
on va vraiment éviter parce que là, on a moins de garanties. Aujourd'hui, ces métaux lourds ne sont pas interdits dans la composition, mais heureusement, en France, il y a la réglementation qui est assez stricte. Du coup, sur l'utilisation, les seuils doivent être très, 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 très bas. Donc voilà, si on achète français, on a une garantie sur ça. Par contre, si le revêtement émaillé est abîmé, surtout si c'est, comme je disais, la cocotte de la grand-mère, dès qu'il est abîmé. Donc, par exemple, quand je passe ma main, c'est un peu poreux. Je vois, s'il y a des aspérités où je vois qu'il y a des morceaux qui se détachent. J'arrête de l'utiliser tout de suite. On ne cuisine plus avec. Il y a une étude qui a été menée, alors elle date un peu de 2015 par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui est assez rassurante. Dans une étude, en fait, elle a recensé que seulement 3,4% des objets en céramique contrôlés étaient non conformes. Et dans ces objets, la plupart, en fait, c'était des objets dits de décoration. Le problème, c'est que quand on achète ces objets dits de décoration, c'est pas très clair quand on l'achète et des fois, c'est pas stipulé clairement que ouais, c'est quelque chose de décoration, il faut pas cuisiner avec. Donc, des fois, ça peut induire en erreur. Donc, méfiez-vous quand vous achetez voilà, ce genre de produit. Selon le magasin où vous achetez, faites bien attention que ça soit quelque chose qui est destiné à la cuisson et pas quelque chose qui est lié à la décoration. D'accord? Ensuite, on va voir ce qu'on appelle les revêtements céramiques. Donc, c'est vachement à la mode ces derniers temps. Donc, ça, c'est garanti sans PFOA et sans PFTE. Par contre, la plupart contiennent de l'aluminium. L'aluminium, c'est pas terrible. En fait, l'aluminium, dès que ça chauffe, ça migre dans les aliments, ça se stocke dans le cerveau et ça contribue aux maladies neurodégénératives, donc Parkinson, Alzheimer. Ça, je parle pour les poils. Pour les couteaux, c'est inerte, il n'y a pas de souci. Tout ce qui est couteau, il n'y a pas de souci, il n'y a aucune crainte. Par contre, sur tout ce qui est poils, casseroles, etc., on fait un peu attention. Si le revêtement il se détériore, on arrête tout de suite de l'utiliser. Voilà. En fait, tant qu'il n'est pas détérioré, il ne va pas trop poser de problème. Par contre, dès qu'il va se détériorer, là, ça va migrer, les molécules d'aluminium vont migrer dans les aliments, donc ça devient dangereux. Donc, dès que votre poêle elle est un peu abîmée, un peu etc., on arrête tout de suite de l'utiliser. Sachant que le prix d'achat de ces poêles et casseroles en revêtement céramique est assez élevé. Donc, il faut espérer quand même que la durée de vie, elle soit plus longue que les autres, parce que voilà, c'est quand même assez coûteux. Donc, si vous retenez, c'est OK, mais par contre, dès que c'est détérioré, on se méfie. Ensuite, tout ce qui est cuivre. Alors, le cuivre, on fait attention. Le cuivre, ça peut s'oxyder. Et c'est ce qu'on appelle le verre de gris. Vous savez, il y a une coloration verte sur le cuivre. Donc ça, il faut faire attention parce que c'est très toxique, d'accord? Donc, on ne cuisine pas avec quelque chose qui est vert de gris. On va bien l'astiquer, bien le nettoyer pour enlever tout ça. Un cuivre, ça s'entretient régulièrement. Moi, ce que je vous conseille pour limiter justement ce phénomène de verre de gris et être sûr qu'il n'y en ait pas, vous privilégiez les cuivres étamés. C'est les casseroles que je vous ai mis en photo. En fait, l'extérieur va être couleur cuivre, mais l'intérieur va être couleur métal, style inox. Ça, c'est mieux. En fait, ce revêtement va garantir que j'aurai pas de développement de verre de gris. Voilà. Ensuite, on va avoir les ustensiles en aluminium. Donc, comme je l'ai dit précédemment, le problème, c'est que dès que ça chauffe, à partir du moment que ça chauffe et que c'est en contact direct avec un aliment, ça migre forcément. Les molécules migrent forcément dans l'aliment. Et comme je le disais, ça contribue aux maladies Parkinson et Alzheimer. Donc, pour tout ce qui est casserole, tout ça, surtout si c'est abîmé, on jette, on n'utilise pas et on évite d'utiliser. Le papier d'aluminium, c'est pareil. On a tendance à beaucoup faire des cuissons au four avec, mettre des aliments dessus ou faire des papillotes avec. Il faut vraiment éviter de faire ça. Pour faire des papillotes, par exemple, moi, je vous encourage plutôt à utiliser du papier cuisson, du papier sulfurisé, mais qui est brun, pas le blanc. Le blanc, il est blanchi au chlore, c'est pas tip top non plus. Dans un papier sulfurisé, ça fonctionne très bien. Ou simplement, vous achetez des mini cocottes en terre cuite, vous mettez votre aliment dedans et ça va cuire à l'étouffée comme dans une papillote. Ça fait très bien le travail. Pour remplacer soit le papier cuisson blanc, soit la papier d'aluminium sur les poêles du four, vous pouvez aussi utiliser des plaques qui sont réutilisables, lavables, en silicone notamment. Ça, c'est bien. Ensuite, on va avoir les ustensiles en silicone. Alors, les silicones, il y a deux types de silicone. Il y a le silicone au peroxyde. Lui, il va être inerte, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va migrer dans des aliments jusqu'à 160 degrés. Au-delà de 160 degrés, ça va migrer dans nos aliments.
Ensuite, on va avoir les silicones en platine. Eux, ils sont inertes, donc aucune migration dans nos aliments, jusqu'à 250 degrés. Pour les reconnaître, il y a un petit truc et astuce, parce que souvent vous êtes un peu perdu, vous dites, bah ouais, mais c'est pas trop marqué quand j'achète les emballages, c'est compliqué. Vous prenez l'ustensile en silicone, par exemple les moules là, à gâteau, et vous le pliez. Vous le pliez en deux. Si dans la pliure c'est blanc, c'est celui qui est inerte jusqu'à 160 degrés, c'est-à-dire au peroxyde. Donc ça veut dire que celui-ci, par exemple, pour un moule à gâteau, ben, on va éviter parce que souvent on chauffe à plus de 160 degrés. Donc pour tout ce qui est les spatules, des cuillères en silicone, si c'est du peroxyde, ça va, il n'y a pas de problème parce que ça ne va pas subir de haute température. Par contre, pour des moules à gâteau, on prend vraiment le platine. Par contre, dès qu'il y a une dégradation, il y a des petits morceaux, il devient poreux, peu importe le type de silicone, j'arrête de l'utiliser parce que là, pareil, ça peut migrer dans les aliments. Les plastiques, bon, ça, vous en avez entendu souvent parler des plastiques. Maintenant, ça fait de nombreuses années qu'on en parle, hein, des problématiques. Donc là, je vous ai mis un peu les différents types. On retrouve souvent les petits triangles sous les emballages plastiques avec un chiffre. Ça, ce qu'il faut savoir, ce triangle, en fait, c'est des indications pour les entreprises pour le tri, en fait. Le problème, c'est que ça ne permet pas de savoir exactement ce qu'il y a dedans. On sait un peu les bases, mais on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Donc, c'est un peu problématique. C'est toujours un peu flou de savoir exactement ce qu'il y a dans un plastique. Donc, je vous encourage, si vous utilisez encore des plastiques, vous suivez bien les consignes indiquées pour savoir si on peut le chauffer ou pas. Mais malgré tout, même si c'est marqué dessus, OK, ça passe au micro-ondes, moi, je vous conseille de ne pas le faire. En fait, malgré tout, il y aura quand même des choses qui migreront. Vous le savez, aujourd'hui, dans les biberons pour les bébés, le bisphénol A, etc., sont interdits. Mais en fait, dans les tupperwares classiques, c'est pas encore interdit. Donc en fait, ça peut migrer. Puis il y a d'autres composés chimiques aussi. Faut pas oublier que le plastique, c'est fabriqué à partir de pétrole. Le pétrole, on n'a pas trop envie de le mettre dans sa cuisine. Ben, en fait, c'est un dérivé de pétrole qu'on a dans notre cuisine. Donc pour stocker des choses froides, une petite salade que je vais emmener pour mon repas du midi au travail, ou pour un pique-nique, ou mon aliment à refroidi, je vais le stocker au frigo, il n'y a aucun problème. Par contre, un aliment chaud ou pour réchauffer, jamais dans un plastique. Donc, si j'ai ma boîte en plastique, je sors mon aliment, je le mets dans une assiette ou dans un contenant en verre, et là, je peux le passer au micro. D'accord. Mais voilà, on essaye de ne pas chauffer. Pareil, tout ce qui est gobelet, maintenant, on utilise beaucoup des écolo-cups dans les événements, c'est super. C'est plus écologique du jetable. Mais par contre, on évite les boissons chaudes dedans parce que ça va migrer. Pareil pour tout ce qui est bouilloire en plastique, etc. C'est pas terrible. On préfère une bouilloire en inox, par exemple. Euh, Vous pouvez retenir quand même qu'il faut préférer les plastiques qui sont avec les numéros 2 et 5. Car dans les 3, par exemple, il y a des phtalates. Dans les 6, c'est tout ce qui a les styrènes. Et dans les 7, il y a des BPA. Les BPA, c'est des perturbateurs endocriniens aussi. Donc, retenez, si vous voulez utiliser quand même un peu de plastique, regardez dans le petit triangle, il faut que ça soit marqué 2 ou 5. Autre chose, c'est les bouteilles d'eau que vous achetez dans le commerce, les bouteilles d'eau plastique. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, c'est à usage unique. Elles ne sont pas censées être réutilisées. Quand on les réutilise plusieurs fois, en fait, plus ça va aller, plus le plastique va migrer dedans. Donc, c'est pas terrible. Donc, moi, je vous encourage à éviter au plus que possible d'avoir des bouteilles en plastique, d'en acheter et privilégier des gourdes inox ou des gourdes en verre plutôt. Ensuite, les mélamines, alors ça va être beaucoup dans les vaisselles pour enfants, notamment les vaisselles pour bébés. Donc ça, c'est super parce que c'est super résistant, donc ça ne va pas casser facilement. Donc c'est très bien qu'à un certain âge, ils ont un peu tendance à tout jeter. Donc ça, c'est bien. Par contre, donc là, il n'y a aucune contre-indication, sauf si on chauffe. Donc cette vaisselle, c'est pour le moment du repas de l'enfant. Par contre, son petit repas, je le réchauffe dans un contenant en verre. Ou à la casserole si je le fais. Voilà. Mais je ne le fais jamais passer ça au micro-ondes, surtout pas, ça ne doit pas chauffer, d'accord? Parce que quand ça chauffe, en fait, là, ça peut provoquer notamment des calculs rénaux. Donc, on va vraiment faire attention à ce type de contenant. Ensuite, on va avoir les poteries. Les poteries, donc tout ce qui en fait va être en terre cuite. Alors, moi, je vous encourage à privilégier des poteries non peintes, du moins à l'intérieur. Si c'est à l'extérieur, c'est un peu peint, ça va. Mais dedans, là où ça va être en contact avec les aliments, on évite. Parce que parfois, les peintures peuvent aussi contenir des métaux lourds. Donc, on va plutôt prendre en terre brute, c'est mieux. Voilà, donc là, on peut avoir des cocottes, etc., comme ça. Il y a une marque il y a une marque connue, alors excusez-moi, j'ai du mal à le prononcer, ça s'appelle Romer Top.
Je pourrais vous l'envoyer si vous voulez. C'est tout ce qui est les cocottes style un peu alsacienne, là, ça c'est super. On va voir tout ce qui est en fonte. Alors, on va avoir les fontes brutes et les fontes émaillées. En fait, c'est un alliage de fer avec un peu de carbone. Euh, Est-ce que c'est exemple d'aluminium? Ben, on peut se poser des questions quand elles sont émaillées. Parfois, il y a un peu d'aluminium dedans. Les fontes émaillées, comme j'ai dit, l'émail, ça peut contenir des métaux lourds. Donc, on essaye de privilégier des fontes brutes non émaillées. Après, je sais que ça adhère un peu plus. Donc là, ce que vous avez mis, c'est du non émaillé. Et si on prend de l'émaillé, on retient, on prend une fonte française. Par exemple, la marque Le Creuset est super pour ça. Il n'y a pas de produits chimiques dedans, ils sont vraiment bons. Ensuite, on va avoir les inox. Donc, ça, c'est bien. En fait, ça va avoir les mêmes avantages que les casseroles en aluminium. En fait, ça va être très léger, mais ça va pas avoir l'inconvénient que c'est toxique. L'inox, en fait, c'est un alliage qui est composé à 60% 72% de fer et 18% de chrome et 10% de nickel. On va privilégier l'inox qui sont ce qu'on appelle 18-10. En fait, pour la cuisson, c'est très bien, c'est robuste, ça résiste bien à la rouille, ça a une longue durée de vie et ça permet des cuissons super saines. Euh, En dehors de ceux qui sont qualifiés 18-10, il faut faire attention parce que souvent ils peuvent venir d'Asie et du coup, parfois, ben, on a du mal à savoir ce qu'il y a dedans. Mais en règle générale, l'inox, c'est vraiment top. Ensuite, on va voir tout ce qui est en fer. Alors attention, des fois, il y en a qui mettent fond d'aluminium, des choses comme ça qui ressemblent à du fer. Il faut vraiment que ça soit marqué par exemple fer ou tôle de fer. Là, je vous ai mis une exemple de marque. Moi, c'est ce que j'utilise chez moi. Ça s'appelle les Deux Bullets. C'est une marque professionnelle qui est vraiment top. Ça, c'est des poils que vous léguerez à vos enfants et vos enfants et vos arrière-petits-enfants. Ça bouge pas dans le temps. Euh, alors ça, en fait, c'est inerte. Il n'y a rien qui va migrer dans les aliments. Par contre, la petite contrainte, c'est qu'il va falloir les culotter. C'est-à-dire qu'en fait, plusieurs fois, je vais mettre un corps gras et une huile dedans. Je vais la faire chauffer. Je vais enlever l'huile, je vais faire rechauffer plusieurs fois. Mon métal va noircir. Alors, si le métal devient noir, c'est normal, c'est pas cancérigène. Par contre, si par exemple quand je passe mon doigt dessus, que je gratte un peu et qu'il y a des morceaux noirs qui se détachent, là c'est pas bon. Donc là, je vais la déculotter, je vais la décaper et lui refaire subir une action de culottage. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas compatibles avec l'induction. Maintenant, certaines marques, notamment de billets, en ont fait en fer qui sont compatibles avec les plaques induction, mais renseignez-vous bien avant parce qu'elles ne sont pas toutes compatibles. L'autre petite contrainte, c'est que ce n'est pas une poêle que je vais pas pouvoir passer au lave-vaisselle ou laisser traîner dans le lit. Il faut la nettoyer et sécher tout de suite parce que sinon ça rouille. Ensuite, on va parler du verre. Alors ça, le verre, moi, aucune contre-indication. Ça supporte des hautes températures, c'est inerte. Par contre, encore une fois, on ne prend pas des verres colorés. Un verre qui va être coloré, ça va être souvent des colorants chimiques. Donc, on prend un verre transparent. Et les verres style Pyrex qui sont très épais et très résistants, c'est vraiment top. Et là, il n'y a aucun risque. Voilà pour les différentes notions que je voulais aborder avec vous. Donc maintenant, je vous propose un temps où vous allez pouvoir poser vos questions si vous en avez et échanger. Donc, je vais arrêter le partage de l'écran. Si vous voulez, si vous voulez poser vos questions, vous pouvez activer le micro. Je vous conseille de ne pas activer vos caméras. Comme je vous le dis, en fait, c'est enregistré. Donc, pour des questions de droit à l'image, je préfère que vos visages n'apparaissent pas. Le mien, il n'y a pas de souci. Voilà. Mais donc maintenant, je vous laisse la parole si vous en avez envie. Vous pouvez aussi poser les questions dans le chat. Si vous n'avez pas de micro, n'hésitez pas. Ou si vous ne souhaitez pas prendre la parole. Les ustensiles en bois, c'est bon ou pas? Oui, c'est bon. Alors souvent aussi, ils sont pointés du doigt parce qu'on se dit, ah ben oui, mais il y a des bactéries qui peuvent se développer, etc. En fait, si vous lavez bien à l'eau chaude et avec un savon, même moi, par exemple, c'est du savon de Marseille, hein, j'ai pas de détergent, il n'y a pas de souci. Euh, sur les planches en bois, sur les cuillères en bois, il n'y a aucun problème. Voilà. Notamment, même pareil, pour les planches à découper, moi, je vous conseille plutôt de prendre de la planche en bois que de la planche en plastique, parce que les planches en plastique, elles peuvent se dégrader, il y a des morceaux qui peuvent se retrouver dans les aliments. Donc, le bois, aucune contre-indication. Pareil, s'il y a du bois coloré, à ma connaissance, j'en ai jamais vu. Mais s'il y a des cuillères ou des choses en bois coloré, on fait attention. Le bois m'amène aussi à parler du bambou, tout ce qui est vaisselle en bambou.
Vaisselle en bambou, c'est pas mal. Par contre, pareil, on ne chauffe pas en fait tout ce qui est vaisselle en bambou parce que des fois, en fait, il peut y avoir des résines d'école qui sont peut-être pas super super. On ne connaît pas trop la composition. Donc ça, pour stocker du froid, des choses comme ça va, mais on évite de stocker du chaud dedans. Cuillère en bois, on lave au lave-vaisselle. Oui, oui, vous pouvez laver au lave-vaisselle. Il y a pas, enfin, moi, j'y vois aucun problème. Après, on fait attention. Le bois, c'est quelque chose de poreux. Donc, si on utilise des détergents très chimiques, il faut faire attention que ça reste pas stocké dedans. Alors, après, le lave-vaisselle, normalement, ça rince bien. Mais simplement, quand vous sortez la cuillère du lave-vaisselle, sentez un peu. Si vous reniflez la cuillère, par exemple, et que vous sentez que ça sent un peu le détergent, ben, re-rincez bien à l'eau chaude. N'hésitez pas à poser des questions. J'ai prévu un long temps de questions aussi, parce que je sais que c'est un sujet assez vaste. J'ai pas pu tout aborder, donc c'est le moment. Qu'en est-il du papier cuisson? Alors, papier cuisson, en fait, papier cuisson qui va être brun, on peut en acheter en magasin, ils sont de couleur brune un peu. Le papier cuisson brun, il n'y a pas de problème. Ça génère un déchet, mais c'est pas comme, enfin, voilà, c'est pas un déchet ultra polluant, ça va aller. Par contre, les papiers cuisson blancs, eux, en fait, ils vont être souvent blanchis au chlore et il peut y avoir d'autres produits chimiques dedans. Et ça, du coup, bon, j'ai pas trop mené, j'ai pas trop mené d'études, si on peut dire, sur le sujet, mais vu qu'il y a quand même des produits chimiques pour les blanchir, moi, ça m'inspire pas confiance. Donc, je le conseille d'éviter et plutôt prendre du papier cuisson brun. On en trouve de plus en plus dans les supermarchés, en magasin bio aussi, mais en supermarché aussi, on en trouve. On peut écrire 100% naturel sur un produit dont la liste montre que les ingrédients sont manifestement pas naturels. Alors, on peut écrire. Alors, oui et non. En fait, on peut, sur les désagréments, on ne peut pas mentir. On n'a pas le droit de mentir. Si on ment, on peut être repris, l'industriel peut être repris par la répression des fraudes. Euh, Par contre, un produit 100% naturel ne veut pas dire 100% bon pour la santé. Un produit 100% naturel peut contenir énormément, énormément de graisse, par exemple, où ça va provoquer des problèmes cardiovasculaires. L'huile de palme, l'huile de palme, c'est quelque chose de naturel. Donc en fait, c'est pas quelque chose de 100% chimique. C'est pas un additif, c'est une huile. Donc on peut avoir un produit avec de l'huile de palme, même si l'huile de palme pour l'utiliser dans les procédés industriels, elle subit des transformations, mais elle est quand même considérée comme naturelle. Donc un produit à base d'huile de palme, on peut mettre dessus 100% naturel. C'est pour ça en fait. Ils n'ont pas le droit de mentir, mais ils peuvent omettre des détails. D'accord? Retenez ça. Donc, ils n'ont pas le droit de mentir, ils n'ont pas le droit de mettre 100% naturel s'il y a un additif. Mais par contre, ils peuvent omettre le petit détail que c'est super gras et du coup, on risque d'avoir des problèmes cardiovasculaires. Chez Lidl, il est marron. Ok, super, merci beaucoup Adeline. Donc voilà, vous saurez que chez Lidl, vous pouvez acheter du papier cuisson qui est meilleur pour la santé. Que pensez-vous des alternatives végétales simili-carnées industrielles qui se développent de plus en plus? Doit-on se méfier? Alors, Euh, oui, alors pareil, en fait, c'est les mêmes règles pour tous les produits ultra transformés. En fait, ces produits simili-carnés, dits steaks végétaux, c'est des produits qui sont transformés, voire ultra transformés. Euh, donc, ça peut être bien pour diminuer sa consommation de viande par rapport à la santé, hein. Je vous rappelle que, enfin, peut-être que vous ne le savez pas, normalement, pour avoir une bonne santé, il ne faudrait pas consommer de la viande plus de 3 fois par semaine, 3 repas par semaine. Viande, je parle. Donc, à la place, on peut remplacer par du végétal, par du poisson, par des œufs. Donc, ça peut être une bonne alternative. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont ultra transformés, qui contiennent des additifs ou qui sont très gras. Souvent, en fait, ils sont très, très gras. Euh, donc là, il y en a qui sont bien, moi j'en consomme régulièrement, mais par contre, je sais lesquels sont bien, retournez regarder la liste d'ingrédients. En fait, il faut que le taux de lipides soit assez bas et que le taux de protéines soit assez élevé. Souvent, en fait, on voit qu'il y a un taux de protéines qui est en dessous de 15%. Donc, en fait, ça apporte quasiment pas de protéines. Et par contre, en fait, des fois, il y a 18-20% de matière grasse, de lipides. Donc là, on fait attention. Donc, c'est comme d'habitude. On retourne, on regarde la liste d'ingrédients. Si elle est très longue et qu'il y a des ingrédients compliqués, je ne prends pas. Et si je vois que c'est très gras ou très salé, je ne prends pas non plus. Euh, est-ce que l'émail des fontes émaillées peut être toxique? Alors oui, comme je disais, en fait, tout dépend.
Les cocottes en fonte émaillée, les très très vieilles cocottes, elles peuvent, l'émail pouvait être fait avec des métaux lourds. Donc, on se méfie. Les cocottes en fonte émaillée récentes, si vous avez pas pris une marque française, il n'y a aucun danger. Moi, j'ai une vieille cocotte en fonte que j'ai achetée en brocante à la maison. Elle est très ancienne. Mais en fait, j'ai bien regardé, mon revêtement, il n'est pas du tout abîmé. Donc, je continue à l'utiliser. Par contre, demain, si je vois que mon revêtement il devient un peu poreux, quand je passe la main dessus, je vois que c'est un peu granuleux, ou s'il y a des morceaux qui se détachent, j'arrêterai d'utiliser. Donc voilà. Donc, si vous savez pas trop l'âge de votre cocotte, si elle a aucune dégradation, vous pouvez y aller. Par contre, si elle se dégrade un peu, arrêtez d'utiliser et achetez une de marque française. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Boulier, c'est vraiment très cher. Alors oui, c'est assez coûteux. Après, on peut avoir de tous les prix aussi. Alors chez Debuyer, toutes les poêles et casseroles sont pas top, hein. Ils font aussi de l'alu, tout ça. Là, moi, je prends Debuyer pour le faire. Debuyer est assez cher. Par contre, en fait, c'est une poêle. Quand vous allez l'acheter, vous n'allez pas plus besoin vous allez plus en racheter, en fait. Quand on achète du Tefal, par exemple, régulièrement, vous devez renouveler votre batterie parce qu'elle s'use. La poêle en fer, elle ne s'use pas, en fait. Elle va durer vraiment des années. Comme je vous dis, vous allez pouvoir le léguer à vos enfants. Donc, en fait, c'est un investissement, mais sur le long terme, donc ça vaut le coup. Économiquement, vous allez vous y retrouver au final parce que vous allez en acheter, voilà, vous n'allez pas en acheter tous les 5 ans, par exemple. Vu la complexité du choix des ustensiles, tu organises des parties shopping. Euh, alors, Adeline, c'est ma collègue de travail, donc oui, si tu veux. Sinon, moi, voilà, les marques que je vous conseille pour les casseroles, c'est Debuyer. Pour l'inox, c'est l'Agostina, c'est top. Et sinon, faites des recherches. Vous avez mon adresse mail à présent. N'hésitez pas, si un jour vous avez un doute, envoyez-moi un petit mail. Coucou, j'aimerais acheter cette casserole, etc. Qu'est-ce que tu me préconises? Des fois, je n'aurai pas la réponse, mais je pourrais faire des recherches pour vous. N'hésitez surtout pas. Les poêles en acier carbone ont-elles le même intérêt que les poêles en fer? Alors là, ben, j'avoue, vous me posez une colle. Je ne connais pas trop les poêles en acier carbone. Intuitivement, comme ça, je dirais que oui. Après, je peux me renseigner. Euh, je peux me renseigner. Bon, de l'acier, pour moi, c'est inerte aussi, donc j'y vois pas d'inconvénient. Après, c'est que je me méfie toujours de voir les revêtements qu'ils mettent dessus. Donc, je dirais a priori oui, mais ça mérite de creuser le sujet. Pour les poêles en fonte, est-ce qu'il peut y avoir de l'aluminium? Alors là où il peut y en avoir, c'est sur les émails peut-être, mais sinon normalement non. La marque Christelle, marque française, oui, c'est une marque bien aussi. Est-ce que vous pourrez revenir sur l'entretien des poêles en fer? Oui, alors les poêles en fer. Je fais cuire mon filet de poulet. Il a fini de cuire. Deux solutions. Soit aussitôt, j'enlève le filet de poulet, je mets de l'eau dedans tout de suite, ça va faire ça va décoller les sucres. Je laisse un peu refroidir. Ensuite, je frotte avec une brosse, vous savez, les petites brosses qui ont une poignée en bois. Là. Voilà. Je frotte avec ça. Deuxième solution, moi, ce que je fais, en fait, une fois que je l'ai utilisé, je vais manger, je la laisse refroidir. Euh, Après le repas, je mets un peu d'eau dedans, je la remets sur le feu, je rallume le gaz en dessous, je laisse chauffer jusqu'à ce que ça frémisse, que ça bouillisse un peu l'eau dedans. Ça va décoller tous les sucres. Alors on fait attention parce qu'après elle est chaude. Maintenant, les deux billets, ils font des poêles avec les poignées froides. Une fois que ça a un peu été à ébullition, je vais à l'évier, je vide ça, et là tout de suite, en fait, je mets un petit fondant chaud tiède dedans. Moi, je mets un tout petit peu de savon de Marseille, et là, je frotte avec la fameuse brosse. On met surtout pas de détergent chimique dans les poêles en fer, parce que ça ne supporte pas tout ce qui est acide. Donc, si on a des poêles en fer, on utilise des produits vaisselle naturels ou un savon de Marseille. Je frotte, une fois que tout est décollé, je rince bien et là, je l'essuie tout de suite. Ce qu'on peut faire aussi, si on a un doute, si on va, moi, je les réutilise tous les jours, donc ça va. Si on n'est pas sûr de l'utiliser tous les jours, vous pouvez aussi la refaire chauffer un peu au-dessus de la foile ou de la plaque de cuisson pour être sûr qu'il n'y ait plus d'humidité.
Et pour la ranger, si vous ne l'utilisez pas tous les jours aussi, pour la stocker, vous pouvez badigeonner avec un chiffon ou un petit sopalin, un peu d'huile au fond, badigeonner à l'intérieur de la casserole ou de la poêle. Comme ça va maintenir un peu le culottage, donc il va avoir des propriétés anti-adhésives et ça va limiter le phénomène de rouille. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question sur l'entretien. De rien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelle huile peut-on utiliser pour culotter une poêle? On va utiliser une huile qui va supporter des hautes températures. Donc, on va privilégier une huile de colza, une huile d'olive. Alors, le culottage, le but pour la culotter, en fait, c'est que je vais mettre l'huile et je vais attendre que ça chauffe jusqu'à ce qu'il y ait un peu de fumée. Donc ça, on se dit, ah ben c'est pas top, parce qu'on a dit que si ça chauffait trop une huile, c'était pas bon pour la santé. Pour la culotter, en fait, je vais pas faire cuire mon aliment aussitôt. Donc en fait, j'ouvre, moi ce que je fais, ce que je connais, c'est que vous ouvrez bien toutes les fenêtres, vous mettez votre hotte à fond, vous versez le filet d'huile, donc il faut qu'il y ait enfin, bien 1 cm d'épaisseur d'huile. Vous faites chauffer. Quand vous voyez que ça commence un peu à fumer, vous éteignez, vous laissez refroidir. Une fois que c'est refroidi, vous essuyez, vous remettez un peu d'huile et vous refaites le procédé à peu près 3 fois de suite. D'accord? Donc, quand vous faites ça, toutes les fenêtres sont ouvertes pour pas respirer, pour pas polluer l'air intérieur de la maison et la hotte à fond. Et une fois qu'elle est culottée, elle restera culottée. Si vous cuisinez des choses acides, notamment des sauces tomates dedans, ça peut enlever un peu le culottage. Donc, des fois, il faudra la reculotter de temps en temps. Les produits vaisselle du commerce ne sont pas bons pour les poêles en fer. Ça dépend. En fait, si on prend un produit vaisselle assez chimique, style les pecs citron, etc., en fait, ils vont être un peu trop acides, c'est pas terrible. En fait, il faut pas de ce qu'on appelle de détergent fort. Donc, il vaut mieux utiliser ce qu'on appelle les savons doux. Donc, ça va être par exemple les produits vaisselle qui vont avoir un écolabel, qui vont être juste avec du savon, ou sinon un savon de Marseille. Donc, soit j'ai un pain de savon de Marseille au bord de mon évier, je frotte l'éponge. Moi, ce que je fais à la maison, c'est qu'en fait, dans un bocal, je mélange moitié de copeaux de savon de Marseille, moitié eau chaude. Je mélange tout ça et ça fait mon liquide vaisselle. Et du coup, je prends une petite cuillère et je le verse sur mon éponge ou dans ma casserole en fer pour la nettoyer. Quelle quantité d'oméga 3, 6, 9 doit-on consommer par jour ou par semaine? Alors, en quantité, pour évaluer, c'est un peu compliqué pour moi. Comme je disais, les oméga, on va les retrouver notamment dans les huiles. Donc, pour les huiles, huile d'olive, huile de colza, huile de lin, des choses comme ça, on estime que par jour, ça va être à peu près 6 cuillères à soupe. Donc après, il suffit de regarder, faire la petite multiplication. En fait, tous ces oméga-là, en fait, il faudra en consommer quotidiennement en petite quantité. Si vous voulez consommer, par exemple, pas l'huile, vous pouvez remplacer ça par une poignée chaque jour de noix, donc amandes, noisettes, noix, des choses comme ça. Ou par remplacer aussi par jour par une portion de poisson gras ou d'avocat. Alors, poisson gras, on fait attention. Tout ce qui est saumon, en fait, tous les saumons et thon, les poissons qui sont tout en haut de la chaîne alimentaire, en fait, ils vont consommer tous les autres petits poissons, donc ils vont être très concentrés en métaux. Donc, l'Organisme mondial de la santé, il préconise que ces grands poissons, donc saumon notamment, il ne faudrait pas en consommer plus d'une fois par an. Par contre, en poisson gras, vous pouvez consommer de la sardine, du maquereau. Eux, ils sont pas en haut de la chaîne alimentaire, donc ils vont pas être concentrés en métaux lourds. Et en plus, pour l'environnement, c'est beaucoup mieux parce que c'est des poissons qui vont être pêchés dans les océans autour de chez nous et qui vont pas être pêchés, qui vont pas subir la surpêche et qui vont pas être pêchés dans l'océan Pacifique ou des choses comme ça. Et il y en a pas en élevage du maquereau et des sardines, donc c'est voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question, Agnès. L'eau du robinet n'est pas non plus toujours très clean. As-tu un système de filtration à proposer? Alors, ça, c'est toujours le sujet un peu compliqué. Oui, elle n'est pas toujours très clean. En Hauts-de-France, on est très concerné notamment parce qu'elle peut être polluée par des résidus de pesticides notamment, par des nitrates, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau en bouteille, on a aussi. Et en plus, à ça, on rajoute du plastique. Donc l'eau en bouteille n'est pas non plus exempte de ça, d'accord? Pour l'eau du robinet, un système de filtration. Alors moi, à la maison, alors ça fait pas des miracles non plus, hein. Moi, à la maison, par exemple, j'utilise des bâtons de charbon actif que je mets dans une carafe d'eau que je laisse décanter minimum 8 heures avec des bâtons de charbon actif. Dans l'Oise, on est beaucoup à utiliser des adoucisseurs d'eau, parce qu'on a une eau très calcaire. Sur vos adoucisseurs, en fait, vous pouvez rajouter tout un tas de filtres. Généralement, il y en a déjà un de base, mais en fait, vous pouvez
faire des raccords et en rajouter. Vous pouvez rajouter à la sortie de votre adoucisseur d'eau d'autres systèmes de filtres où il y a des filtres à charbon, etc., qui vont filtrer encore un peu plus. Et après, il existe, alors j'ai perdu le nom, il existe en fait comme des citernes qu'on pose dans la cuisine qui vont être filtrantes. En fait, c'est un peu la version Nec Plus Ultra de la Brita, parce que la Brita, des fois, il y a des développements de bactéries, donc c'est pas top. Là, c'est des grosses bonbonnes en inox. Si quelqu'un a le nom, n'hésitez pas à le mettre, hein. Des grosses bonbonnes en inox. Et en fait, on va mettre, ouais, Berkey, je crois que c'est ça. On va mettre Berkey et British Berfeld. Et en fait, ça, c'est vraiment pas mal. Mais par contre, c'est très coûteux. Je vous l'avoue, c'est très coûteux. C'est pour ça que moi, j'ai opté pour le petit bâton de charbon actif. Mais voilà. Si la crainte est de dire, bah, moi, j'ai peur des résidus qu'il y a dans l'eau du robinet, je préfère prendre de l'eau en bouteille, sachez que l'eau en bouteille, il y a des résidus de pesticides aussi, et surtout, vous buvez énormément de plastique. Donc, moi, je me dis, bon, voilà, dans les deux, il y a des choses pas bonnes. Je préfère, du coup, quand même boire l'eau du robinet en disant, je génère pas de déchets et en plus, je consomme pas du plastique. Je sais pas si vous avez entendu parler un peu de ce scandale, si on peut dire. On a estimé que par semaine ou par mois, dans le monde, les êtres humains, on consomme l'équivalent en plastique, on ingère l'équivalent d'une carte de crédit. Alors, j'ai Pauline qui nous dit, j'en ai une depuis, donc une Bergfeld, j'en ai une depuis 3 ans, c'est d'un investissement, mais on sent une différence. Ça n'enlève pas le calcaire en revanche. Oui, ça n'enlève pas le calcaire. Après, dans l'Oise, voilà, si on a le budget, un adoucisseur d'eau, et après, on a cette carafe filtrante, c'est top. Merci beaucoup pour votre retour d'expérience, Pauline. Après, c'est vrai que c'est un investissement, mais si vous avez l'habitude de consommer de l'eau en bouteille, ça peut valoir l'investissement parce que ça coûte quand même assez cher. C'est vrai que si on consomme déjà de l'eau de robinet, on se dit, oh, ça coûte cher. Si vous aviez déjà un budget d'eau en bouteille, bah, à la limite, peut-être que ce budget, passez-le dans une carafe filtrante. Si c'est quelque chose qui vous ferait vraiment pas. La corvée des packs d'eau des moments de parvenir, j'imagine. Bon, ça faisait une petite séance de sport, mais on peut le faire du sport autrement. C'est quand même mieux qu'avec un pack d'eau. Allez, c'est le moment si vous avez d'autres questions. Et s'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, on pourra se souhaiter une bonne soirée. Ah, adoucisseur d'eau pour la cuisine, ce n'est pas bon. Alors oui, j'ai entendu beaucoup de choses sur les adoucisseurs d'eau, que pour la santé, il fallait faire attention, que c'était peut-être pas terrible, etc. Bon, moi, à titre personnel, ça fait maintenant 3 ans que j'en consomme, j'ai pas vu d'impact sur ma santé. En fait, ça dépend du réglage, je pense. S'il est correctement réglé, le taux de sodium qu'on va retrouver dans l'eau, parce que c'est ça en fait qui pose problème dans les adoucisseurs. S'il est correctement réglé, le taux de sodium va pas être trop important dans l'eau qu'on va consommer. Donc, c'est pas grave. Par contre, s'il n'est pas correctement réglé et que le taux de sodium est trop important, le sodium, c'est du sel. Bah, si on consomme trop de sel, du coup, là, c'est pas bon. Donc, à faire attention. Les adoucisseurs d'eau, en fait, de toute façon, il y a un entretien à faire par un professionnel régulièrement. Et du coup, il pourra tester votre eau aussi par la même occasion pour voir s'il est correctement réglé. Après, il existe des bandelettes aussi, vous pouvez tester ça. Mais de toute façon, si vous avez un adoucisseur, moi, je vous conseille tous les 2 ans minimum, de faire tester votre adoucisseur, donc de faire la révision et de le faire tester. Et puis après, voilà, si on a vraiment peur de la quantité de sel, par exemple, chez nous, on essaye de consommer peu de sel. Donc on se dit, même si on en a un peu plus dans l'adoucisseur d'eau, vu que dans la cuisine, on en met très peu, ça contrebalance. Et voilà. Mais oui, j'ai entendu beaucoup de choses sur les adoucisseurs. C'est un sujet aussi que je pourrais creuser. Mais a priori, si c'est bien réglé, ça pose pas de souci. SodaStream, c'est naze à cause du gaz. Alors, les SodaStream. Alors, en fait, la SodaStream, le gaz qu'on utilise dedans, c'est pas un gaz. C'est un gaz que si on inhale, il y a eu beaucoup de scandales avec ces mini bonbonnes de gaz, là, même les trucs pour chantilly, que des jeunes s'amusaient à inhaler. Si on l'inhale comme ça directement, c'est nocif, c'est pas bon. Par contre, dans la consommation à boire, ça va pas trop poser de problème. Moi, ce qui me pose plus de problème sur la SodaStream, c'est que c'est des bouteilles en plastique.
Donc, on les chauffe pas, certes, mais dans le temps, elles peuvent se dégrader. Donc, moi, ça serait peut-être plus le bémol que je mettrais. Fut un temps, SodaStream, il y avait des mini bouteilles euh, qui étaient en verre, mais c'était une toute petite bouteille. Les grandes bouteilles, en fait, ils en font pas en verre. J'espère que ça va venir un jour. Après, si vous avez des SodaStream, moi, je vous conseille de régulièrement, avec vos amis qui ont des SodaStream, envoyer des messages aux fabricants en disant coucou, ça serait super de se mettre au verre. Mais voilà, à la limite, si on aime bien consommer de l'eau gazeuse, c'est quand même toujours mieux de prendre une SodaStream que d'acheter des eaux pétillantes en bouteille plastique du commerce jetable, quoi. Mes parents, il existe des grandes bouteilles en verre. Ah bon? Ah ben je savais pas. Ben merci beaucoup. J'en discutais en famille il y a pas longtemps et on me soutenait que ça n'existait pas en verre. Moi, j'en ai pas personnellement, donc j'ai pas creusé le sujet. Ok, super, merci beaucoup. Ouais, ça s'achète séparément, je me doute, mais je pensais qu'ils le faisaient pas. Ben merci beaucoup pour l'info. Donc ceux qui ont une soda stream, du coup, Adeline, tu pourras savoir que tu peux en acheter. Et puis moi, ben, du coup, dans mes ateliers que je donne maintenant, merci beaucoup, je pourrais transmettre l'information que ça existe. Est-ce que je vais faire un webinaire sur les produits ménagers? Cette année, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Peut-être que l'année prochaine. Là, moi, mon programme d'action financé par la DREAL, il va jusqu'à peu près en avril 2025. Euh, Là, il me reste un webinaire grand public qui aura lieu juste avant les fêtes de fin d'année, qui parle justement de préparer les fêtes sans toxiques. Donc, on va parler de la qualité de l'air intérieur, on va parler des bougies, des décorations de Noël, des repas de Noël, etc. Mais pas sur les produits ménagers. Euh, pour le prochain programme 2025-2026, je pourrais en organiser, j'y pense. Après, pour celles et ceux qui sont intéressés, je fais des ateliers sur les produits ménagers en présentiel où vous apprenez à en fabriquer. Donc ça, c'est possible. Est-ce que tu pourrais nous envoyer des liens vers des ustensiles de cuisson sains? Oui, je peux faire ça. Il faut que je me note parce que j'ai une petite tête. Mais oui, je pourrais vous envoyer ça. Alors, je vous l'enverrai peut-être pas tout de suite parce qu'il faut que je fasse un peu de recherche. Moi, j'en ai dans ma tête, mais j'envoie ça. Donc, je me le note tout de suite. Envoyer lien ustensile. Ustensile de cuisson, hein, du coup. Ustensile de cuisson. Bon, participant webinaire. Ok, c'est noté. Je vous ferai ça sans problème. Est-ce que l'air fryer, c'est bien? Alors, l'air fryer. Là aussi, pour moi, c'est un peu partagé. Alors, l'air fryer par rapport à la cuisson de l'huile, je trouve ça bien. Parce que le problème d'une friteuse classique, c'est que l'huile, on va l'utiliser plusieurs fois. Elle va chauffer à très haute température et plusieurs fois. Donc, le problème, quand ça chauffe à très haute température et plusieurs fois, c'est que là, en fait, on va avoir ce qu'on appelle les réactions de Maillard quand ça monte trop haute en température et ça développe des molécules cancérigènes dans les huiles. Donc l'air fryer, vu qu'on utilise juste une petite cuillère d'huile, une dosette d'huile et que en fait on en remet à chaque fois, à chaque cuisson, du coup il n'y a pas ce phénomène-là. Donc et puis ça sera beaucoup moins gras parce que sinon au cuire à la friteuse c'est très bien. Donc dans ce sens-là, moi je trouve ça super. Par contre, s'il me semble, et vous me corrigerez parce que moi j'en ai pas à la maison, il me semble que les air fryers, le bol, si on peut dire, où on met les aliments, il me semble en fait que c'est en revêtement téflon. Donc, vu que c'est du revêtement téflon, je ne sais pas s'il est garanti sans PFOA ou pas. Donc, si ça chauffe à très très haute température, on fait attention. A priori, ça monte doucement, donc ça va. Par contre, on fait attention. S'il est rayé, pareil, il faut faire attention. Sauf que ça coûte tellement cher. Du coup, mettez jamais rien qui raye dedans, quoi. Mais ça vaut le coup de se renseigner, voir comment est fait le revêtement, s'il est garanti sans PFOA. Je vous conseille la cuisine vapeur avec le vitaliseur de Marion. Ok. Oui, les cuissons vapeur, en général, c'est pas mal. En fait, c'est qu'on va le chauffer à moins haute température, donc ça va moins dégrader, les nutriments. C'est pas mal. Généralement, on conseille plutôt tout ce qui est cuisson basse température. Donc, vaut mieux cuire sur un long moment, mais avec des basses températures, plutôt que de faire une cuisson courte, mais qui va monter haute. Donc, la cuisson vapeur avec un cuit vapeur, pas cocotte minute, parce que cocotte minute, ça monte très fort. Mais un petit cuit vapeur, c'est pas mal.
Et merci pour le conseil, Cécile. Pour la filtration de l'eau, il y a des osmoseurs qui existent et qui filtrent des centièmes de micron. La recherche est peut-être à côté. Oui, alors oui, j'en ai pas parlé ça parce que ouais, et ça c'est super. Après, les osmoseurs, généralement, en fait, ça fait comme des gros boîtiers. À moins que ça a évolué. Moi, j'avais été renseignée à l'époque, c'est des espèces de gros boîtiers qui sont reliés à canalisation, qui sont à accrocher dans la cuisine juste à côté du robinet. Ça, je m'étais renseignée dessus, c'est top, ça filtre vraiment quasiment tout. Mais pareil, en fait, ça nécessite des travaux dans la maison pour le raccorder, etc. Et c'est très, 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 très coûteux. Après, si on a le budget pareil, si on a l'habitude de consommer de l'eau en bouteille, ben, on peut se dire, je le passe dedans. Donc ça, vraiment, c'est top. Mais par contre, voilà, j'en ai pas parlé parce que j'avoue que là, c'est encore plus que, que les petites carafes dont on parlait, c'est vraiment assez coûteux, quoi. Mais si vous avez la possibilité, allez-y. Là, vous pouvez y aller, c'est vraiment le top du top. Ok, alors s'il n'y a plus de questions, moi je vous propose de mettre ah si, les enfants peuvent-ils consommer? Alors consommer quoi? Des œufs non cuits. Ok, ça dépend de l'âge. Est-ce que vous avez appelé non cuit? Comme dans les femmes. Ça dépend de l'âge. Euh, Avant 1 an, on évite. D'accord? Ouais, moins de 3 ans. Avant 1 an, on évite. Ouais, 1, 2 ans, on essaye de limiter. À partir de 3 ans, il y a pas de risque, hein. Euh, voilà. Pour moi, le truc vraiment respecté, c'est avant 1 an, pas du tout. À partir d'1 an, on peut commencer, mais ouais, je conseille plus à la limite 2 ans, comme ça, on est sûr de ne pas avoir de problème. Mais normalement, à partir d'1 an, tout ce qui est flore intestinale, etc., est bien constitué, il y a moins de risques. Les risques sur les œufs, c'est surtout les salmonelloses, en fait. C'est surtout les salmonelloses. Donc, même à l'âge adulte, en fait, on peut avoir un risque, mais le risque est encore plus accru chez les jeunes enfants. Est-ce que les bacs de compostage peuvent générer des microplastiques ou autres bacs, bois en pain présents ensuite dans nos aliments issus du potager? Ah, super question. Ouais, c'est vrai que des fois, on a des bacs à compost qui sont en plastique et est-ce que ça se dégrade et ça se retrouve dans le potager? Alors, ça peut se dégrader. Et c'est pas ça peut, ça se dégrade. Voilà. J'ai une formation aussi de guide composteur, donc on a un peu traité le sujet. Nous, on conseille plutôt les composteurs bois parce que oui, le compost plastique se dégrade. Après, ça va poser problème sur la pollution du sol plutôt. Après, ça va pas se retrouver dans nos aliments du potager en tant que tel. Donc ça, voilà, pour moi, c'est pas ça le problème. C'est plus qu'en fait, ça va plus rendre malade les micro-organismes du sol qui sont pas trop faits pour consommer du plastique. Mais on va pas retrouver la molécule de plastique dans le légume qu'on aura poussé avec le compost. Ça, il n'y a pas de danger. Donc, si vous avez un compost plastique, n'ayez pas peur. Vous pouvez l'utiliser sans danger pour votre santé. Après, voilà. N'allez pas jeter votre compost à en racheter un, c'est quand même assez coûteux, même si ça pollue un peu le sol. Les migrations de plastique dans le sol sont quand même minimes. Et si vous voulez en racheter un ou si vous n'avez pas du tout, je vous conseille du bois. Alors, est-ce qu'il y a des dernières questions ou est-ce qu'on se souhaite une bonne soirée? Merci Sarah, c'était super. J'ai encore appris plein de trucs. Donc, Merci Adeline. merci beaucoup et bonne soirée à toi du coup. Ok, merci beaucoup Adeline, bonne soirée. Ciao. Salut. Je redis, c'est ma collègue de travail, hein, c'est pour ça qu'on se permet des familiarités.
Merci. Alors, j'ai pas le prénom, mais merci à vous aussi, Environnement et Solidarité. Merci beaucoup à tous. Merci. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée.